La paix en Ukraine, évidemment, on ose à peine y croire tant l'hypothèse semble lointaine, voire impossible en l'état actuel des choses. Pourtant, Volodymyr Zelensky, il se dit plus prêt que jamais à négocier, plus déterminé à mettre fin à cette guerre dans son pays. Guerre quand même déclenchée par la Russie, rappelons-le. Mais pour ce faire, on ne parle pas d'armes, mais bien de diplomatie. C'est le point sur lequel veut insister le président ukrainien. Aujourd'hui, nous travaillons sur 3 plans. Des plans détaillés, énergie, sécurité alimentaire et échange. Et je suis sûr que nous résoudrons ces questions. Au moins, nous préparerons un plan détaillé. Cela se fera dans un avenir proche. Nous développerons également tous les autres points de la formule de paix. Il est très important pour nous de préparer puis de présenter un plan pour mettre fin à la guerre qui sera soutenu par la majorité du monde. C'est la voie diplomatique sur laquelle nous travaillons. Un plan soutenu par la majorité du monde, mais pas la Russie en l'état actuel des choses. Ça va être compliqué de convaincre la Russie de quelque paix que ce soit. Je pense qu'il s'agit de 2 choses totalement différentes parce qu'on dit formule ukrainienne de la paix, c'est la formule qui est basée sur que les troupes russes se retirent de territoire ukrainien. Il ne s'agit pas prendre des conditions proposées pour Poutine, tandis que les intérêts d'équipe de Poutine et de l'Ukraine sont totalement différents. Je répète toujours que pour l'Ukraine, c'est important à gagner, pour la Russie, c'est important à continuer cette guerre, même sous prétexte de le terminer. Aline Lebecq-Reimer, selon vous, est-ce que là, franchement, c'est pas un vœu pieux? On admire évidemment le positivisme de Volodymyr Zelensky, mais quand même, la Russie n'a pas l'air d'être pour négocier du tout. Oui, mais c'est pas grave. Enfin, si. Mais quand même, non, ça pose un petit problème. Ce n'est pas le sujet. Le sujet de l'Ukraine, c'est de convaincre autour de sa formule de paix en 10 points. C'est un process qui a commencé il y a des mois. Et en réalité, il y a eu ce sommet pour la paix en Suisse, mais il y avait eu 2 autres réunions avant. Et en fait, la bataille diplomatique, l'effort diplomatique des Ukrainiens, c'est de réunir le plus largement possible autour de ces 10 points de la formule de paix, qui d'ailleurs, en effet, détiennent la question du retrait des troupes russes. Donc il n'est absolument pas question de concession territoriale. Ce qu'on peut noter... Est-ce qu'on en est sûr? On en est certain. On dit ça depuis le début, mais au bout d'un moment, s'il faut négocier, quand même, pardon, je me fais vraiment l'avocat du diable. Oui, est-ce que quand même, il ne faut pas le lâcher un petit peu, au moins pour donner l'illusion à Poutine qu'il a gagné quelque chose? Non, non d'un point de vue stratégique, non en termes de paix. En termes de droit, je comprends parfaitement. En termes de droit et surtout en termes de répétition. Et encore une fois, la question, dans cette formule de paix, il est question de empêcher que ça se répète et qu'il attaque d'autres. Et en fait, tout sera fait. Donc quoi qu'il gagne, ce serait un signal envoyé à Poutine en disant en fait, tu as au moins gagné quelque chose, du coup, vas-y, recommence où tu veux. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il est absolument impossible de demander, et d'ailleurs parce que les Ukrainiens sont contre, voilà, toute concession territoriale, y compris parce que ça signifierait abandonner des gens et ça signifierait non pas la paix, mais l'occupation. Et c'est-à-dire, encore une fois, ça a déjà été dit, mais rappelons-le quand même, céder un territoire, ça veut dire céder en Europe en 2024 un territoire où on pourrait accepter, d'un point de vue du droit international et d'un point de vue communauté internationale, des lieux où il y aurait des chambres de torture, des viols systématiques, des déportations d'enfants. En fait, ce n'est pas possible, parce que tout simplement, ce ne sera pas la paix. Donc quand Volodymyr Zelensky parle de paix globale, juste et durable, en fait, il élimine de fait cette hypothèse-là. Il n'y aura pas de concession territoriale. En revanche, ce qu'il fait là, il parle du futur projet de sommet pour la paix, qui devrait suivre celui de Suisse. C'était en marge, au passage, du déplacement de la présidente slovène, à laquelle il est question d'accord bilatéral de sécurité. Il est question de l'organiser aussi en s'appuyant sur elle. Mais l'idée, c'est d'aller chercher tous les pays le plus possible, de faire une majorité mondiale qui soutienne cette formule de paix. Et contrairement à ce qu'on pense, en tout cas à ce que certains pensent, ce qui s'est passé en Suisse a été important pour l'Ukraine, parce qu'il y a toujours des pays qui continuent de signer finalement ce communiqué.
En Suisse, il y avait 3 points qui ont été évoqués, les prisonniers, déportation des enfants, la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire. Là, on entend beaucoup depuis qu'il est question de lancer ce deuxième sommet, la question de la justice, qui est un point crucial de la formule de paix, de l'histoire de l'Ukraine et d'une certaine façon qui est un volet extrêmement clé de tout ça, la question de la réparation et de la justice. Parce que de rappeler que la Russie est quand même coupable de millions de crimes depuis des décennies et qu'elle n'a jamais eu à rendre des comptes. Donc il y a ça qui est en jeu et c'est extrêmement important pour les Ukrainiens. Oui, mais général, il faut quand même, au témoin d'un doute, que la Russie ait quelque chose à gagner. Sinon, pourquoi accepter de faire la paix alors qu'on peut continuer à mener une guerre si on n'a pas quelque chose à y gagner? Si ce n'est pas du territoire, je peux le comprendre, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Parce que Volodymyr Zelensky aussi est très clair sur les points à mettre en œuvre. À aucun moment, la Russie n'est gagnante, si ce n'est de dire que son pays est en paix avec le pays où il a déclenché une guerre. Le premier point pour entamer une négociation, c'est d'établir un rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui n'est pas en faveur de l'Ukraine, c'est clair. Et c'est pour ça que le président Poutine, juste avant la réunion en Suisse, a annoncé ces points à lui qui étaient il faut que l'Ukraine évacue les territoires russes. En parlant des 4 oblasts, vous savez qu'il a annexé au mois de septembre 2022. Et donc, ça, c'est la position russe. Donc, il faut inverser le rapport de force, ou du moins changer le rapport de force, pour être en mesure de discuter. Et comment ? C'est pas la pression internationale qui va le faire jusqu'à là. Non, c'est ce qui va se passer sur le terrain. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur le fait que la Russie essaye de pousser son avantage aujourd'hui et perdre un nombre considérable d'hommes en essayant de gagner le maximum de terrain. Il faut simplement rappeler que les 4 oblasts dont il parle, il n'y en a que 2 qui sont à peu près occupés aux 3/4. Les 2 autres, Kherson ne l'est pas du tout et Zaporizhzhia ne l'est pas beaucoup non plus. Donc il s'agit simplement pour lui aujourd'hui d'essayer de renforcer son avantage avant des bascules où l'Ukraine aurait mobilisé, aurait reçu l'armement et serait en mesure de rétablir un rapport de force dans lequel il pourrait imposer un changement de perspective. Alors maintenant qu'on prépare des négociations, ça me paraît normal en permanence qu'on les prépare. Et avec l'option 1, l'option 2, l'option 3, l'option 4. Je rappelle que alors, on ne parle pas du tout de concession territoriale. Sur le plan du droit, vous avez parfaitement raison. Je voudrais juste rappeler que M. Zelensky lui-même a dit qu'il y a un moment où il y a des territoires qu'il sera difficile de reconquérir et qu'ils sont complètement tenus par des pro-russes et que ça sera difficile. Donc il l'envisage aussi. Donc je crois qu'il ne faut pas, en négociation, fermer complètement les portes. Mais encore une fois, c'est les Ukrainiens qui doivent rétablir un rapport de force et en fonction de ce rapport de force de dire qu'est-ce qu'il faut faire, on va gagner vraiment ou bien on va se retrouver sur une zone gelée avec, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la volonté du président Poutine de maintenir la guerre. Pourquoi maintenir la guerre ? Parce que pour son régime à l'intérieur de la Russie, c'est très utile. Ça permet d'organiser un dispositif, une économie de guerre, bien sûr, mais psychologiquement, de préparer les générations futures et tout. Donc il a besoin de maintenir un état de guerre. Donc voilà, donc ça ne peut pas être une guerre définitive pour le président Poutine. On sent quand même, Aurélien Duchesne, qu'il accélère un peu le pas, Volodymyr Zelensky, sur ses demandes de négociation. Pourquoi est-il si pressé alors qu'il l'avait dit il y a encore quelques mois? Ça prendra le temps qu'il faut, mais on négociera bien. C'est-à-dire pas aux conditions de la Russie, pas aux conditions de la Chine, on négociera bien. Mais il aujourd'hui, ce mot-là. Hein. Je sais, mais aujourd'hui, là, non, mais c'est important. Oui, mais là, quand même, aujourd'hui, on voit qu'on est pressé. Pas le mot négociation. Oui, mais là, on semble quand même pressé de rédiger un plan de paix, même s'il n'est pas accepté tout de suite. Mais attendez, quand même, est-ce qu'il le fait parce que l'agenda américain importe aussi? Il y a une élection qui arrive dans 4 mois, que ce soit Trump ou Biden, ça peut tout changer. Donc peut-être qu'il faut aussi accélérer le pas de manière à ce qu'une paix soit actée maintenant, avant que Trump arrive au pouvoir et ne mette tout par terre sur l'aide à l'Ukraine. C'est absolument une question de calendrier. À minima, il s'agit de prendre l'initiative. Parce que si, par exemple, les Ukrainiens ne font rien en la matière, ne serait-ce qu'au regard de l'opinion publique, par exemple, d'annoncer à l'avance que eux sont prêts à une paix juste, qui respecte, par exemple, leur intégrité et leur souveraineté. Et s'ils attendent, par exemple, un résultat qui leur serait dommageable à l'élection présidentielle américaine et qu'ils se retrouvent le 20 janvier 2025, c'est-à-dire investiture potentielle de Donald Trump, à devoir accepter une pression américaine, enfin, ils ne l'accepteront pas, mais les Américains leur mettraient la pression pour leur forcer un accord dont ils ne voudraient pas.
pas, par exemple, une coréanisation de l'Ukraine, c'est-à-dire on gèle la ligne de front et on laisse pourrir la situation et ça recommencera dans les années qui viennent. Les Ukrainiens doivent éviter cela. Je vais parler de l'opinion publique aussi. Pourquoi ? Parce que là où les Ukrainiens ont besoin de prendre l'initiative, c'est qu'ils anticipent très bien que quand Poutine s'adresse notamment au fameux Sud global en disant que lui est prêt, par exemple, à arrêter le massacre, il sait très bien qu'il touche toute une partie de l'opinion, y compris, là encore, jusqu'aux États-Unis, où beaucoup pourraient se dire « Non mais attendez, les Russes sont prêts à négocier ». Ce sont au fond ces Ukrainiens qui s'entêtent à vouloir se battre jusqu'au bout et qui veulent nous entraîner dans la guerre avec eux. Et enfin, quand Zelensky met en avant les 3 points évoqués, notamment celui de la sécurité alimentaire, c'est qu'il a vraiment compris que ce fameux Sud global a aussi besoin d'entendre sa version à lui. Pourquoi ? Parce que les Russes insistent beaucoup, notamment sur le fait que ce serait, par exemple, à cause des sanctions occidentales ou à cause de la résistance ukrainienne, qu'on se retrouve, par exemple, avec des famines en Afrique. Ça, c'est un discours dominant de la part de la Russie. Le fait pour Zelensky d'insister sur ce point de la sécurité alimentaire, c'est aussi une manière de gagner la bataille des narratifs et des récits.